Bonjour Nadia, Bonjour, bonjour Fabien, bonjour à tous. tu peux peut-être te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, donc Nadia Benaïkadi, donc je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft France et je m'occupe particulièrement de la data et de l'AI autour de tous les sujets, hein, database, infrastructure, hybride, data hybride, donc c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait, donc tu nous rejoins effectivement pour cette première partie autour du stockage de la donnée et des différentes solutions de stockage de la donnée disponibles sur Azure. D'ailleurs, ça n'est pas forcément exhaustif, mais on a souhaité effectivement pointer du doigt un certain nombre de sujets que l'on va aborder ensemble, et donc effectivement de regarder sur ces différents services, que ce soit des services complètement managés par Microsoft ou des services sur lesquels nos clients ont un petit peu plus la main, hein, on parlera d'hybridité et de cette possibilité. Eh bien, ce que l'on vous propose, c'est de faire un tour d'horizon des différents services et surtout de voir les innovations d'Ignite qui ont été annoncées début novembre, puisqu'on est là pour ça. Exactement, tout à fait, un back from Ignite. Exactement. À commencer par nos services de data hébergés sur le cloud ou on-premise. Donc, on parlera effectivement du moteur SQL Server et de ses différentes variantes. Exactement, tout à fait. Et donc, c'est une bonne introduction, puisque autant commencer par le cœur du moteur SQL Server, qui finalement, on va le retrouver à plusieurs endroits, hein, sur les différents services dont on va vous parler aujourd'hui, hein. SQL Server, et on a annoncé à Ignite SQL Server 2022. Donc, c'est une version qui est très intéressante, qui est très orientée aussi à Azure, très scénario hybride. On a fait en sorte de mettre dans SQL Server plusieurs choses. La première chose, c'est de continuer de faire évoluer tous les différents piliers sur lesquels on avait fait des investissements ces dernières années. Et on va prendre les principaux piliers d'investissement pour que vous donniez un petit peu une idée de ce qui arrive dans cette prochaine version d'SQL Server 2022, à laquelle vous pouvez déjà demander à adhérer, hein. Vous aurez les liens, tous les liens pour adhérer à la preview, pour pouvoir tester tout cela. Donc, dans les principales grandes fonctionnalités d'SQL Server 2022, la première, en fait, est la possibilité de pouvoir créer un scénario hybride d'SQL Server avec un service SQL en mode PaaS qui est dans Azure. Donc, Azure SQL Managed Instance, je reviendrai dessus tout à l'heure sur les évolutions du service PaaS. Mais l'une des grosses évolutions, ça va être la possibilité de finalement avoir votre serveur SQL Server chez vous, on-prem, et de pouvoir demander à avoir un réplica dans Azure. Donc un réplica en mode PaaS et pas un réplica en mode IaaS. Donc ça, c'est la grosse évolution. Et puis ce réplica, vous allez pouvoir faire avec plusieurs choses. Vous allez pouvoir déporter la partie reporting, analytics. Ça, c'est un premier scénario. Un deuxième scénario, c'est celui qui va vous permettre de finalement avoir un scénario de disaster and recovery, c'est-à-dire de permettre à votre réplica dans Azure d'être utilisé pour du DR. Le troisième scénario, qui est un scénario qu'on voit utiliser beaucoup de plus en plus, surtout dans le cadre de cette preview, c'est la possibilité d'utiliser ce mécanisme à des fins de migration vers le cloud. C'est-à-dire que vous préparez votre environnement dans Azure, vous préparez votre environnement en mode PaaS dans Azure, et puis dès que vous êtes prêt, en fait, vous switchez de votre serveur SQL Server on-prem vers le réplica en mode PaaS dans Azure. Et ça en ayant un minimum de temps d'arrêt de service de la production et donc d'avoir une migration qui se fasse de façon complètement transparente et complètement simplifiée pour les applications. Donc une grosse évolution sur la partie hybridation. Le deuxième scénario, je vous ai dit tout à l'heure, SQL Server 2022 est très connoté Azure parce qu'on a beaucoup de services Azure finalement qui peuvent se connecter à SQL Server 2022 parce qu'on a des connecteurs qui permettent de le faire de façon transparente. Et on va retrouver principalement deux services Azure qui se connectent à SQL Server 2022. Le premier, c'est sur la partie Analytics. C'est Azure Synapse Analytics Links qui va finalement permettre, en fait, depuis Azure, de pouvoir faire de l'analytics temps réel sur vos applications transactionnelles qui seraient stockées sur un serveur 2022. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de l'analytics en mode near real time, avec des dashboards qui sont up-to-date par rapport à vos données de production, ça c'est totalement possible grâce à la partie Synapse Link. Ouais, sans avoir d'ETL en plus, c'est-à-dire que nativement, les données vont pouvoir être exploitées par Exactement, et c'est tout l'avantage, puisque aujourd'hui, avec tout ce qui concerne la possibilité de mettre à disposition les données le plus rapidement possible, ça évite de pouvoir avoir un ETL entre les deux. Si Azure, pour la partie gouvernance, justement, pour la partie gouvernance de la data, pour la partie data catalogue, en fait, on va retrouver la possibilité d'avoir SQL Server 2022 dans le data catalogue d'Azure Purview, qui est la solution de gouvernance de la donnée. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On y reviendra avec Farad tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Vous reviendrez dessus avec Farad. Donc, beaucoup de choses aussi autour de l'intégration des sources de données autour de Purview. La partie sécurité, SQL Server reste depuis ces 10 dernières années la base de données la plus sécurisée.
Et puis, il y a quelque chose de supplémentaire qu'on a rajouté dans SQL Server 2022, c'est la notion de blockchain. Donc, c'est quelque chose qui a commencé à arriver dans les services Azure en mode pass, Azure SQL Database en mode pass, la partie SQL Ledger. Et ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre finalement d'avoir un mécanisme de blockchain au sein du moteur de base de données. Donc, l'avantage de ça, c'est que si vous avez besoin pour des questions de sécurité, de confidentialité, de garder l'historique des mises à jour qui sont faites au sein de votre base de données, et bien le SQL Ledger intégré à SQL Server 2022 va vous permettre de garder une version immutable de la donnée et donc de pouvoir couvrir cette capacité-là. La dernière partie, bien sûr, il y a toujours des évolutions de performance dans SQL Server depuis que SQL Server existe. Et bien, SQL Server 2022 n'est pas en reste puisque vous allez retrouver d'évolution du query processeur qui a été évolué. Et puis, on va retrouver quelque chose qu'on a rajouté, c'est toute la partie Intelligence Insight. Le moteur SQL Server embarque beaucoup d'algorithmes d'AI pour optimiser en temps réel les requêtes que vous êtes en train de faire. On a continué de faire évoluer cette version dans la version 2022. Manage Instance, on entend beaucoup parler de Manage Instance. Manage Instance, et oui, j'ai commencé à en parler un petit peu quand on a parlé d'SQL Server 2022. C'est tout à l'heure quand je vous disais, on est capable de faire un scénario hybride entre SQL Server, on-prem et le service Azure SQL en mode pass. Et bien en fait, le service Azure SQL en mode pass, c'est lui, c'est Azure SQL Manage Instance. C'est une version SQL Server, dernière version du moteur en mode manager, avec la possibilité de pouvoir migrer vos bases de données, même de version 2005-2008, dans ce service pass, en gardant la compatibilité de la version que vous voulez. Donc, avoir une base de données 2008 avec sa compatibilité 2008, mais hébergée dans le service en mode pass et tous les bénéfices du service en mode pass, la hot dispo qui est embarquée, avec les 4.9, les backups qui sont embarqués, tous les mécanismes, la mise à jour automatique de l'instance associée. Et bien sûr, à Ignite, on a annoncé énormément de nouvelles choses dans la partie Azure SQL Managed Instance, on l'appelle SQLMI dans son petit nom. Donc, dans les principales évolutions d'SQLMI, sur la partie performance, aujourd'hui, avec une Managed Instance, on peut aller jusqu'à 16 Tera de volumétrie, c'est-à-dire que même pour vos architectures, que ce soit pour vos architectures et applications OLTP ou pour vos applications décisionnelles, vos data mart jusqu'à 16 Teraoctets, et bien en fait, vous pouvez maintenant stocker vos données en mode pass. On a intégré du nouveau hardware, ce qu'on appelle la génération 8 d'hardware dans Azure, donc vous donnant des capacités jusqu'à plus de 800 GB de mémoire pour les instances SQL, donc des capacités qui sont bien au-dessus des limites qu'il y avait jusqu'à présent dans le service en mode pass. La partie hybridation, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, donc Manage Instance comme réplica secondaire d'un SQL Server on-prem. Donc aujourd'hui, dans la preview, c'est du SQL 2022, mais on va être capable de pouvoir faire ce scénario hybride à partir de la version SQL Server 2016, puisque ça utilise la technologie pour les DBA qui nous écoutent, des Distributed Availability Group, donc les DAG. Et bien, cette technologie étant arrivée dans SQL Server 2016, en fait, on va être capable d'avoir des scénarios hybrides entre un SQL 16 ou plus jusqu'à la partie Managed Instance. Okay. La sécurité, on est dans Azure, c'est important. On est dans le cloud, c'est important. On a beaucoup d'évolutions dans la partie Managed Instance côté sécurité. Alors, quelque chose qui est demandé depuis très longtemps pour la partie Managed Instance, c'est le support du protocole Kerberos. C'est quelque chose qui est maintenant disponible dans SQL Server Managed Instance, donc la possibilité d'utiliser l'authentification Windows. Et à savoir que toutes les applications legacy, toutes les applications qui utilisent ce mode de mécanisme d'authentification, en fait, vont être capables de pouvoir utiliser maintenant une Managed Instance en back-end pour le stockage des bases de données. Encore beaucoup d'autres choses, l'authentification Windows AD Only, la partie Data Exfiltration Protection, pour si les données sont exportées de la Managed Instance, que vous puissiez contrôler l'accès aux données qui seraient sorties, donc toujours dans le cadre de la sécurité. Donc pas mal de choses. On n'a pas oublié les développeurs parce qu'on a rajouté aussi beaucoup de choses pour la partie développement. Un exemple concret, c'est le DTC, le Database Transaction Coordinator, qui est maintenant supporté dans Managed Instance, et puis la possibilité de pouvoir déplacer sa Managed Instance dans des subnets différents. Donc, bien sûr, vous avez ici tous les liens et sur les slides que vous pourrez consulter par la suite, tous les slides pour en savoir beaucoup plus. Et puis, on a des sessions qui vont être un peu plus dédiées, spécifiques sur chacune de toutes ces nouveautés, dans le cadre de l'Insiders Club, des sessions qui vont vous permettre finalement de rentrer beaucoup plus en détail sur ces différents. On en reparlera tout à l'heure avec Samir. Exactement, Samir vous parlera de l'Insiders Club. Nous le présenter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Tout à fait. Très bien, merci. Alors effectivement, si on continue ce tour d'horizon,
On a parlé là de SQL, donc de structure de données structurées plutôt. Dans le chapitre du NoSQL, j'ai vu passer pas mal de choses, je crois des choses autour de CosmoDB, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Exactement. Le NoSQL, c'est aussi un autre pendant des services Azure Data qu'on va retrouver. Donc, dans la partie Not Only SQL, donc NoSQL, le principal service est Azure Cosmos DB, qui est notre service historique pour gérer des données NoSQL, que ce soit du MongoDB, du Cassandra, du Graph. Donc, tous ces modes de stockage du NoSQL sont supportés par Cosmos DB. Et puis, bien sûr, des évolutions qui ont été annoncées avec beaucoup d'évolutions aussi autour de Cosmos DB. Donc, on va prendre un petit peu le best-of des différentes évolutions. Donc, la première, c'est que l'année dernière, on avait sorti un composant qui s'appelle Azure Synapse Link pour Cosmos DB. Donc, c'est la possibilité, depuis Synapse, de se connecter à Cosmos DB. C'est un peu le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce que tu as annoncé précédemment, bien sûr. Exactement. Mais là, avec la partie Synapse Link, on va pouvoir se connecter à une base Cosmos DB pour aussi pouvoir faire de l'analytics temps réel, mais là, sur des données stockées dans Cosmos DB. Donc, ça, c'est vraiment un scénario qui est intéressant. Et pour encore augmenter les performances, pour pouvoir gérer encore de plus en plus de volumétrie, parce que quand on utilise des bases NoSQL Cosmos DB, en général, surtout avec des volumétries qui peuvent être énormes, et ben on a rajouté le support du partitionnement au niveau de la partie Store Analytics de Cosmos DB pour Synapse. Donc, tout ça encore pour optimiser les performances et pour vraiment faire en sorte que l'expérience real-time soit encore meilleure. D'autres évolutions encore autour de la base NoSQL, autour de la partie Cosmos DB, en fait, c'est la possibilité justement de pouvoir stocker la partie cost estimator, donc stocker toutes les informations autour du coût et optimiser justement le coût associé. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire autour de Cosmos DB. Puis bien sûr, quelque chose que les développeurs Cosmos DB attendaient beaucoup, c'est en fait la possibilité de pouvoir mettre à jour de façon partielle un document. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'oublie pas les développeurs. On parle de base de données, mais souvent quand on parle de base de données, on a aussi les apps. Donc apps et data vont vraiment ensemble. Et on a aussi fait beaucoup pour qu'il y ait vraiment une bonne adhérence entre apps et data et que nos scénarios soient les plus fluides et les plus synchrones sur cette partie-là. Effectivement, on en parlait dans la précédente session, fréquemment, la modernisation ou la réflexion cloud native entraîne une réflexion bien sûr au niveau de la donnée, et donc c'est ce que tu évoquais à l'instant avec l'évolution de l'API. Tout à fait. Cassandra. Cassandra a aussi une base de données NoSQL. Donc, en fait, on retrouve un Cassandra dans la partie Cosmos DB au niveau de l'API Cosmos DB. Mais là, on est dans un service un peu différent aussi par rapport à ce que les clients demandent de plus en plus. C'est la possibilité d'avoir le moteur Cassandra, mais en mode plateforme as a service, en mode PaaS. Donc, ça veut dire qu'on a un service qui s'appelle maintenant Azure Managed Instance for Apache Cassandra, qui va finalement vous permettre de pouvoir déployer en mode PaaS des clusters Cassandra. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et donc ça va vous permettre beaucoup de choses. Ça va vous permettre de pouvoir avoir énormément d'agilité et de pouvoir scaler facilement parce que c'est un service en mode PaaS de façon complètement transparente. Ça va vous permettre de pouvoir avoir des scénarios hybrides parce que tout comme pour SQL Server et Managed Instance, où on a des scénarios hybrides, et avec l'API, avec le service PaaS Cassandra, vous allez pouvoir avoir des nœuds Cassandra on-premise, mais aussi des nœuds Cassandra qui seraient stockés dans Azure et donc du coup pouvoir avoir en fait un DR dans Azure pour à des fins de migration, à des fins de DR, à des fins de déporter le reporting, de la même façon un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un service PaaS donc totalement managé. Ce qui supporte, c'est les versions open source, donc c'est les versions de la communauté. Donc ça veut dire que, encore une fois, pour les développeurs, c'est quelque chose avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Et puis, c'est du PaaS, donc ça veut dire qu'au niveau de la scalabilité, vous allez pouvoir faire du scale-up et du scale-down en fonction des besoins de ressources dont vous avez besoin. Donc, quelque chose encore d'assez innovant pour pouvoir faire des applications hybrides ou natives PaaS dans Azure. Alors merci Nadia, effectivement, et pour continuer sur ces moteurs tiers qui ont été historiquement mis à disposition dans Azure, j'aimerais que tu reviennes sur quelques annonces qui ont eu lieu là pendant Ignite, notamment autour de la notion de service flexible, flexible service ou serveur ici, sur différents moteurs de base de données OSS. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui au marché dans cet environnement managé Microsoft? Tout à fait. Donc, on a la partie Flexible Server qu'on va retrouver sur les services open source, que ce soit Azure SQL Database
for MySQL et Azure SQL Database for Postgre. Alors, qu'est-ce que c'est derrière? Aujourd'hui, vous avez la possibilité déjà de déployer de l'Azure SQL Database for Postgre MySQL plutôt dans une notion single server, donc ce mode de déploiement-là. Et la partie flexible server, c'est qu'en fait, finalement, on vous donne une nouvelle façon de déployer votre serveur open source. L'avantage du flexible server, il est double. Le premier, c'est que on vous donne un contrôle beaucoup plus entre vos mains de tout ce qui concerne la mise à jour des instances OSS. Vous allez choisir vos fenêtres de maintenance. Et puis, on va aussi vous donner la possibilité, grâce à ce nouveau mode de déploiement, de pouvoir choisir la redondance que vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez être single zone, multi-zone? Donc, pour des fins de disaster and recovery, on vous offre cette façon de pouvoir faire de façon assez simple un service OSS de façon complètement flexible, que vous soyez dans un mode de déploiement ou dans un autre. Donc, beaucoup de choses. On vous donne aussi la possibilité, dans cette version Flexible Server, de pouvoir faire du start-stop. Donc, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre finalement de pouvoir réduire vos coûts. Je n'ai pas besoin de mon service la nuit ou le week-end. Je vais pouvoir le mettre en stop. Je redémarre le lundi matin. Je vais le redémarrer le lundi matin. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un service PaaS sur lequel vous allez avoir un contrôle, mais vous allez bénéficier derrière de toute la puissance en fait, du cloud et d'Azure. Donc, un service managé, mais sur lequel je vais avoir effectivement plus de contrôle. Et peut-être pour finir ce tour d'horizon, alors qu'il ne peut pas être exhaustif vu le temps imparti, mais autour des services de base de données, on a beaucoup parlé d'hybridité pour ceux qui nous ont suivis sur la précédente version. Mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots autour d'un service hybride, mais orienté autour de la donnée? Comment ça marche et qu'est-ce que ça apporte comme service à nos clients? Exactement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Azure Arc, donc, qui est la possibilité de pouvoir en fait finalement mettre chez vous Azure, mais chez vous à demeure. Donc, Azure Arc existe aussi pour la partie Data Services, donc ce dont on a parlé, sur la partie Managed Instance ou Postgre. Donc, Azure Arc Enable Data Services, en fait, c'est la possibilité d'apporter chez vous en fait, les services PaaS Azure. Donc, vous allez le retrouver sous plusieurs formes. Azure Arc Enable Managed Instance, donc c'est le service PaaS Managed Instance, mais déployé on-premise. Ou alors la partie PostgreSQL aussi, la partie Hyperscale vous permet aussi de le faire. Alors, Azure Arc Enable Data Services va vous permettre de pouvoir avoir des scénarios hybrides, alors soit totalement déconnectés, puisque vous vous connectez à Azure, vous récupérez en fait finalement, en fait, on va dire les binaires des services que vous voulez déployer chez vous, et vous avez la possibilité aussi d'être en mode connecté, qui va finalement vous permettre de pouvoir piloter, monitorer vos instances SQL Server on-premise. Parce que la partie Azure Arc for Data Services vous permet de manipuler et de monitorer les instances PaaS. Mais si vous avez aussi, par exemple, des serveurs SQL Server on-prem pour lesquels vous voulez centraliser le monitoring dans Azure, vous allez aussi pouvoir utiliser Azure Arc pour pouvoir le faire. Donc, on a annoncé beaucoup de choses sur la partie Azure Arc for Data Services. Le premier, c'est la possibilité de pouvoir avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la connexion directe. Jusqu'à présent, on était plutôt en mode pas connexion plutôt indirecte. Donc là, la possibilité de pouvoir avoir soit le direct mode, soit l'indirect mode. Ça, c'est plutôt très intéressant. Donc, en fonction de vos scénarios, ça va le faire. Et puis, la possibilité derrière de pouvoir utiliser en fait, du disaster and recovery ou alors la partie réservation d'instances. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les services Azure Data aujourd'hui, que ce soit dans Azure ou en mode hybride.